Votre smartphone est-il plus intelligent que vous? Sommes-nous à l'aube de l'éveil des machines? Votre robot aspirateur essaie-t-il de vous tuer? Ah ça, on en parle de l'intelligence artificielle. Elle fait rêver, mais elle fait peur surtout. Est-ce qu'on parle autant de l'intelligence humaine? Est-ce que c'est cette même peur qui entraîne tant d'élèves à isoler, stigmatiser, harceler parfois certains de leurs camarades, ceux qu'ils appellent des intellos? Cette insulte m'a toujours semblé absurde. Si je suis un intello, qui es-tu? Pourquoi stigmatiser quelqu'un pour ses capacités intellectuelles? Pourquoi pas pour ses capacités sportives? Est-ce qu'on parlera alors de sporto? C'est comme si, à l'école comme dans la société tout entière, l'intelligence était quelque chose de honteux, qu'il fallait essayer de cacher plutôt que de mettre en valeur. Si l'intelligence pose à ce point problème, on va essayer aujourd'hui de la définir, de comprendre les différentes confusions qui l'entourent et d'apporter quelques solutions pour améliorer les choses. Aujourd'hui, faut-il avoir peur de l'intelligence? L'intelligence est un concept qui fait débat. Chacun a sa définition personnelle et de nombreux chercheurs de plusieurs disciplines essaient de trouver la leur. Pour ça, ils construisent des modèles, c'est-à-dire des manières de rendre compréhensible une réalité complexe. Je vais vous en proposer 3, et je vais vous laisser choisir celui qui vous convient le plus, ou peut-être, comme je l'ai fait, prendre un petit peu de chaque pour construire le vôtre. Le modèle CHC, utilisé dans les tests de QI, provient de la synthèse des travaux de 3 psychologues, Cattell, Horn et Carroll. Il représente l'intelligence sous la forme d'une pyramide à 3 strates. Au sommet de la pyramide se trouve G, ou intelligence générale. Cette compétence serait le facteur commun de toutes les capacités cognitives. Elle est très débattue. Dans la deuxième strate, on trouverait une poignée de capacités générales, qui correspondent aux grandes fonctions du cerveau humain. Dans la troisième strate, à la base de la pyramide, on trouverait une multitude de capacités spécifiques qui, régies par les capacités générales, correspondent à des choses aussi variées que l'estimation des longueurs, la vitesse d'écriture ou la capacité à reconnaître des notes de musique. Selon ce modèle, l'intelligence correspondrait à la synthèse de toutes ces compétences et serait symbolisée par G. Dans les années 80, Robert Sternberg développe le modèle triarchique de l'intelligence pour dépasser l'approche traditionnelle qu'il considérait comme trop centrée sur le QI. Selon lui, il existe 3 formes d'intelligence qui se retrouvent en quantité variable chez chaque individu. La première, l'intelligence analytique, correspond à ce qu'on désigne habituellement sous le terme de QI et permet de se conformer aux attendus scolaires. Elle comprend par exemple la capacité d'analyse, de synthèse et de restitution d'informations. La deuxième est l'intelligence créative, qui se confond avec la pensée divergente, sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine vidéo. Elle permet de trouver des solutions nouvelles à des problèmes donnés. Cette intelligence se trouve à l'œuvre dans les arts, bien sûr, mais également dans tous les domaines qui demandent de l'innovation. La troisième forme d'intelligence est, selon Sternberg, l'intelligence pratique, qui permet de mettre en œuvre ses capacités dans le monde réel. Elle permet par exemple de s'adapter à son environnement ou de le modifier le cas échéant. Selon Sternberg, les 3 formes d'intelligence sont indépendantes les unes des autres et devraient être également travaillées et valorisées. En 1983, Howard Gardner développe le modèle des intelligences multiples. Il finit par en identifier 8 qui correspondent à différents domaines dont certains, selon lui, sont mis à l'écart par le système éducatif traditionnel. Pour lui, les 8 intelligences sont indépendantes les unes des autres. Parmi elles, on retrouve l'intelligence linguistique ou verbale, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale qui régit la capacité à s'orienter ou à visualiser des objets, l'intelligence kinesthésique qui régit les mouvements comme dans le sport ou la danse, l'intelligence musicale qui permet d'identifier les notes, les rythmes, l'intelligence interpersonnelle qui régit la capacité à entrer en relation avec les autres, l'empathie, l'intelligence intrapersonnelle, qui régit la régulation de ses propres émotions, et enfin l'intelligence naturaliste, qui régit le rapport au monde naturel, la classification de ce qu'il compose.
Ces trois modèles sont parmi les plus connus, mais j'aurais pu en choisir d'autres. Ils nous permettent de réfléchir à la multiplicité des définitions de l'intelligence et aussi à sa dimension composite. Pour ma part, je choisis de définir l'intelligence comme la capacité à utiliser ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences pour s'adapter à une situation donnée et atteindre ses objectifs. D'un point de vue physiologique, on l'a vu, l'intelligence provient de connexions plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides entre les neurones du cerveau. L'approche binaire, ici encore, ne convient pas. On ne peut pas être intelligent ou non, on sera seulement plus ou moins intelligent selon les domaines. Tout cela n'explique pas la méfiance dont on a parlé plus tôt. Je l'expliquerai quant à moi par trois idées reçues. La première, c'est que l'intelligence est le fruit d'une injustice. La deuxième, c'est qu'elle se paie d'inadaptations diverses qui viennent en quelque sorte la compenser. Et la troisième, c'est que ceux qui en bénéficient disposent d'une sorte de valeur morale supérieure. Dans notre société, l'égalité, en théorie au moins, est une valeur fondamentale. L'intelligence, que l'on perçoit souvent comme une sorte de don qui serait fixé à la naissance par des gènes ou une catégorie sociale, apparaît alors comme une injustice horrible, comme un privilège qui rendrait la réussite et la vie facile. En réalité, la recherche nous montre que l'intelligence est le fruit d'une interaction constante entre des gènes, effectivement, et un environnement qui leur permet ou non de s'exprimer. Il faut donc déjà se débarrasser de l'idée que l'intelligence serait figée à la naissance et qu'elle ne pourrait plus évoluer ensuite. J'admets tout à fait que ces gènes et cet environnement, familial mais pas seulement, soient des déterminismes qui sont donc des facteurs potentiels d'injustice. Mais l'intelligence est loin d'être le seul trait qui est déterminé de cette manière. On peut penser à la santé ou aux capacités physiques, qui ne font pas l'objet de la même méfiance. Au contraire, on encourage les bien portants et les sportifs à entretenir leur état, et on aide à juste titre les moins favorisés à améliorer leur situation. De même, c'est très réducteur de considérer l'intelligence comme un privilège de classe. C'est réduire sa complexité à pas grand-chose et la confondre avec le capital culturel, qui n'en constitue qu'une petite partie. Il faut bien voir l'intelligence comme un potentiel, plus ou moins important, qui évolue au cours de la vie, au fil de l'éducation et des expériences. Aux côtés de la famille, c'est la société tout entière qui devrait faire sa promotion et assurer son développement. Alors on me dira, est-ce que c'est pas ce que fait déjà l'école ? Mais en réalité, l'école est tellement écrasée de contraintes économiques et idéologiques qui changent régulièrement qu'elle est très loin de mettre l'intelligence au cœur de ses préoccupations. Est-ce que la véritable injustice, ça n'est pas de laisser le développement de l'intelligence à la chance ou aux soins légitimes de certaines familles ? Une deuxième idée reçue associe à l'intelligence un certain nombre de défauts qui viennent comme compenser l'injustice dont on parlait plus tôt. On la trouve illustrée dans de nombreux médias, on pense à Agnan par exemple dans Le Petit Nicolas. L'intello caricatural serait alors physiquement diminué, petit, myope, il serait inadapté socialement, il aurait des centres d'intérêt bizarres et une incapacité à comprendre les choses à la mode, il serait aussi trop soucieux de plaire aux adultes. En réalité, il est vrai que certains hauts potentiels ont un sentiment de décalage avec les camarades de leur âge. Ils peuvent avoir des centres d'intérêt différents, une maturité différente également. Il est vrai aussi que leur développement psychomoteur, émotionnel et intellectuel peut se faire à des vitesses différentes, ce qui peut entraîner des difficultés. De nombreuses études montrent pourtant que, dans les bonnes conditions, une très grande majorité de ces jeunes est parfaitement capable de s'épanouir, y compris sur le plan physique et sur le plan social. C'est en entretenant cette image de l'intello isolé et inadapté qu'on prend le risque de les y enfermer. Et puis, cette fausse fatalité, qu'on ne remarque et encore que dans les cas de harcèlement avéré, évite de se poser la bonne question. Dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait leur permettre de s'épanouir effectivement ? La troisième idée reçue qu'on va examiner confond l'intelligence et la valeur des personnes. Pour certains, il semblerait que se sentir moins intelligent, c'est se sentir inférieur en tant qu'humain. Ce complexe d'infériorité a des conséquences terribles, entraîne les exclusions dont on a parlé tout à l'heure, mais également son propre mal-être. Ici encore, le rapprochement avec le sport me paraît pertinent.
Chacun, en effet, peut avoir envie de pratiquer davantage pour se sentir plus en forme, mais les limites de chacun ne conditionnent pas son estime personnelle. Au contraire, plus on fait d'efforts à les dépasser, plus on se sent bien. Et même pour ceux et celles qui pratiquent la compétition, qui est considérée comme parfaitement saine, ils le font avec des personnes de leur niveau. Le poids-plume va pas se sentir moins gagnant parce qu'il n'est pas allé affronter un poids lourd sur le ring. Pourquoi se sentirait-on plus mal pour la vitesse de son calcul mental que pour son temps aux 100 mètres? Est-ce que c'est en fonction de l'utilité de chacune de ses compétences? Elle peut être jugée qu'en fonction du contexte et des aspirations de chacun. Si on cherche du côté de la dimension morale, l'histoire nous montre aussi bien des gens très intelligents et parfaitement égoïstes que des gens plus limités mais bienveillants et généreux. Est-ce qu'il ne suffirait pas de permettre à chacun de situer ses limites personnelles et de l'encourager à les repousser, sans le confronter à des objectifs inatteignables ou au contraire déjà atteints, ce qui n'a pas plus de sens? En analysant précisément le profil de chaque jeune, on lui permettrait de s'appuyer sur ses forces, de compenser ses faiblesses et surtout de s'épanouir au mieux, quelle que soit l'étendue des unes et des autres. Entendons-nous bien, je suis tout à fait favorable à l'idée d'apporter de l'aide et du soutien à tous nos élèves dont les capacités sont limitées. Mais à l'inverse, est-ce qu'on ne gagnerait pas à identifier, former et valoriser ceux de nos élèves qui montrent des promesses exceptionnelles dans les domaines de l'intelligence, comme on le fait dans les domaines sportifs? Est-ce que ça n'aurait pas du sens de créer des pôles espoirs pour les futurs créateurs, les futurs artistes et les futurs leaders, en particulier dans les milieux où ces aspirations ne sont pas naturellement valorisées? S'interroger sur l'intelligence et sur la place qu'il faut lui donner est fondamental pour les jeunes à haut potentiel, mais aussi pour tous les autres. On peut revendiquer une égalité impossible ou crier à l'élitisme, cela n'aidera pas les jeunes en difficulté et cela ne résorbera pas les avantages dont disposent certains de leurs camarades, ce qui serait d'ailleurs monstrueux. Ce qu'on pourrait faire en revanche, c'est offrir à chaque jeune la possibilité d'aller au maximum de son potentiel, sans écarteler les uns et mutiler les autres pour les faire correspondre à un idéal de l'élève qui n'existe que dans les instructions officielles. L'intelligence est une des ressources les plus précieuses dont peut disposer une société. Il est de notre responsabilité collective d'en reconnaître la complexité et la valeur et de lui accorder sa juste place. Vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et d'en parler autour de vous. Vous pouvez aussi visiter mon site internet et ma page Utip. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!